Ariste, assurément Théodore, du point de vue où vous m'avez placé, je découvre une sagesse qui n'a point de borne. Je comprends clairement et distinctement que la providence générale porte le caractère d'une intelligence infinie et qu'elle est tout autrement incompréhensible que ne s'imaginent ceux qui ne l'ont jamais examinée. Ô profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et ses voies incompréhensibles. Une providence fondée sur une volonté absolue est bien moins digne de l'être infiniment parfait. Elle porte bien moins le caractère des attributs divins que celle qui est réglée par des trésors inépuisables de sagesse et de préscience. Théodore, c'est ce que je voulais vous faire voir. Descendons maintenant à quelques détails qui vous délassent l'esprit et qui vous rendent sensible une partie des choses que vous venez de concevoir. Ne vous êtes-vous jamais diverti à nourrir dans une boîte quelques chenilles ou quelque autre insecte qu'on croit communément se transformer en papillon ou en mouche? Ariste, oh Théodore, vous allez tout d'un coup du grand au petit, vous revenez toujours aux insectes. Théodore, c'est que je suis bien aise que nous admirions ce que tout le monde méprise. Ariste, quand j'étais enfant, je me souviens d'avoir nourri des vers à soie. Je prenais plaisir à leur voir faire leur coque et s'y enterrer tout vivant pour ressusciter quelque temps après. Théotime et moi, Théodore, j'ai actuellement dans une boîte avec du sable un insecte qui me divertit et dont je sais un peu l'histoire. On l'appelle en latin Formica leo. Il se transforme en une de ces espèces de mouches qui ont le ventre fort long et qu'on appelle, ce me semble, demoiselle. Théodore, je sais ce que c'est, Théotime, mais vous vous trompez de croire qu'il se transforme en demoiselle. Théotime, je l'ai vu. Théodore, ce fait est constant. Théodore et moi, Théotime, je vis l'autre jour une taupe qui se transformant en merle. Comment voulez-vous qu'un animal se transforme en un autre? Il est aussi difficile que cela se fasse que d'un peu de chair pourrie, il se forme des insectes. Théotime, je vous entends, Théodore, le Formica leo ne se transforme point. Il se dépouille seulement de ses habits et de ses armes. Il quitte ses cornes avec lesquelles il fait son trou et se saisit des fourmis qui y tombent. En effet, je les ai remarquées ces cornes dans le tombeau qu'ils se font dans le sable et dont ils sortent non plus en qualité de Formica leo, mais en qualité de demoiselle, sous une forme plus magnifique. Théodore, vous y voilà, le Formica leo et la demoiselle ne sont point proprement deux animaux de différentes espèces. Le premier contient le second, ou toutes les parties organiques dont il est composé, mais remarquez qu'il a de plus tout ce qu'il lui faut pour attraper sa proie, pour se nourrir lui-même et pour préparer à l'autre une nourriture convenable. Or, tâchons maintenant de nous imaginer les ressorts nécessaires au mouvement que fait ce petit animal. Il ne va qu'à reculons en ligne spirale, et toujours en s'enfonçant dans le sable, de sorte que jetant en dehors à chaque petit mouvement qu'il fait le sable, qu'il prend avec ses cornes, il fait un trou qui se termine en pointe, au fond duquel il se cache, toujours les cornes entrouvertes, et prêtes à se saisir des fourmis et autres animaux qui ne peuvent se retenir sur le penchant de sa fosse. Lorsque la proie lui échappe et fait assez d'efforts pour lui faire craindre de la perdre, il accable et l'étourdit à force de lui jeter du sable et rend encore par ce moyen le penchant du trou plus raide. Il se saisit donc de sa proie, il la tire sous le sable, il lui suce le sang et la prenant entre ses cornes, il la jette le plus loin qu'il peut de son trou. Enfin, au milieu du sable le plus menu et le plus mouvant, il se construit un tombeau parfaitement rond. Il le tapisse en dedans fort proprement pour y mourir, ou plutôt pour y reposer plus à l'aise. Et enfin, après quelques semaines, on le voit sortir tout glorieux et sous la forme de demoiselle, après avoir laissé plusieurs enveloppes et les dépouilles de Formica leo. Or, combien faut-il de parties organisées pour tous ces mouvements? Combien de canaux pour conduire ce sang dont le Formica leo se nourrit et sa demoiselle? Il est donc clair que cet animal s'étant dépouillé de toutes ses parties dans son tombeau, il a beaucoup moins d'organes lorsqu'il paraît sous la forme de mouche que lorsqu'on le voit sous celle de Formica leo. Si ce n'est peut-être qu'on veuille soutenir que des organes peuvent se construire et s'ajuster ensemble en conséquence des lois du mouvement, car que Dieu ait ordonné à quelque intelligence de pourvoir aux besoins de ces insectes, d'en entretenir l'espèce et d'en former toujours de nouvelles, c'est rendre humaine la providence divine.
et lui faire porter le caractère d'une intelligence bornée. Ariste, assurément, Théodore, il y a une plus grande diversité d'organes dans le formica léo que dans la mouche, et par la même raison dans le ver à soie que dans le papillon. Car ces vers quittent aussi de riches dépouilles, puisqu'ils laissent une espèce de tête, un grand nombre de pieds et tous les autres organes nécessaires pour chercher, dévorer, digérer et distribuer la nourriture propre à la forme de ver et à celle du papillon. Je conçois de même qu'il y a plus d'art dans les œufs des vers que dans les vers mêmes, car supposer que les parties organiques des vers soient dans l'œuf, comme vous dites, il est clair que l'œuf entier contient plus d'art que le ver seul, et ainsi à l'infini. Théodore, je voudrais bien que vous eussiez lu le livre de M. Malpighi, du ver à soie et ce qu'il y a écrit sur la formation du poulet dans l'œuf. Vous verriez peut-être que tout ce que je vous dis n'est pas sans fondement. Oui, Ariste, l'œuf est l'ouvrage d'une intelligence infinie. Les hommes ne trouvent rien dans un œuf de ver à soie, et dans un œuf de poulet, ils n'y voient que du blanc et du jaune. Et peut-être les cordons encore les prennent-ils pour le germe du poulet, mais Ariste, quoi le germe du poulet? N'est-ce pas qu'on y trouve d'abord, qu'on l'ouvre, qui est blanc, qui a quelque dureté, qu'on ne mange pas volontiers? Théodore, non, Ariste, c'est un des cordons qui sert à tenir le jaune, tellement suspendu dans le blanc, que de quelque manière qu'on tourne et retourne l'œuf, le côté du jaune, le moins pesant, et où est le petit poulet, soit toujours en haut, vers le ventre chaud de la poule, car cela était nécessaire pour le faire éclore. Il y a deux de ces cordons qui sont attachés d'un côté à la pointe de l'œuf et de l'autre au jaune, un à chaque bout. Ariste, voilà une mécanique admirable, Théodore, et en cela il n'y a pas beaucoup d'intelligence, mais vous comprenez toujours par là qu'il faut plus d'art et d'adresse pour former l'œuf et tout ce qui la renferme que le poulet seul, puisque l'œuf contient le poulet et qu'il y a de plus sa construction particulière. Or, je vous prie, concevez maintenant, si vous le pouvez, quelle doit être actuellement la construction des organes des œufs ou des vers qui seront papillons dans 10 000 ans, en conséquence des lois du mouvement. Admirez la variété des organes de tous les vers ou de tous les œufs qui sont renfermés les uns dans les autres pour tout ce temps-là. Tâchez de vous imaginer quelle pouvait être la nourriture dont les vers ou les papillons d'aujourd'hui se nourrissaient il y a 6 000 ans. Il y a une grande différence entre la forme de demoiselle et celle de formica léo. Mais peut-être qu'il n'y en a pas moins entre le formica léo et l'œuf qui le contient, et ainsi de suite. Le ver à soie se nourrit de feuilles de mûrier, mais le petit ver enfermé dans l'œuf ne se nourrit pas de rien. Il a auprès de lui tout ce qui lui est nécessaire. Il est vrai qu'il ne mange pas toujours, mais il se conserve sans manger, et il y a 6 000 ans qu'il se conserve. On trouve étrange que certains animaux passent l'hiver sans nourriture. Quelle merveille donc que les vers à soie ménagent si exactement la leur, qu'elle ne leur manque précisément que lorsqu'ils sont assez forts pour rompre leur prison et que les mûriers ont poussé des feuilles tendres pour leur en fournir de nouvelles. Que la providence est admirable d'avoir enfermé par exemple dans les œufs dont éclosent les poulets tout ce qu'il leur faut pour les faire croître et même pour les nourrir les premiers jours qu'ils sont éclos. Car comme ils ne savent pas encore manger, et qu'ils laissent retomber ce qu'ils péquettent, le jaune de l'œuf dont il n'y a pas la moitié de consumé, et qui reste dans leur estomac, les nourrit et les fortifie. Mais cette même providence paraît encore plus dans les œufs négligés que les insectes répandent partout. Il faut que la poule couve elle-même ses œufs, ou que l'industrie des hommes vienne au secours. Mais sans que les œufs des insectes soient couvés, ils ne laissent pas d'éclore, fort heureusement. Le soleil, par sa chaleur, les anime, pour ainsi dire, à dévorer leur nourriture dans le même temps qu'il leur en prépare de nouvelles. Et dès que les vers ont rompu leur prison, ils se trouvent dans l'abondance, au milieu de jeunes bourgeons ou des feuilles tendres proportionnées à leurs besoins. L'insecte, dont ils tirent leur naissance, a eu soin de les placer dans un endroit propre pour eux et a laissé le reste à l'ordre plus général de la providence. Tel pond ses œufs sous une feuille repliée, attachée à la branche, de peur qu'elle ne tombe en hiver. Un autre les colle, en lieu sûr proche de leur nourriture. La demoiselle formica léo les va cacher dans le sable et à couvert de la pluie. La plupart les répandent dans les eaux. En un mot, ils les placent tous dans les lieux où rien ne leur manque, non par une intelligence particulière qui les conduise, mais par la disposition des ressorts dont leur machine est composée,
et en conséquence les lois générales des communications des mouvements. Ariste, cela est incompréhensible. Théodore, il est vrai, mais il est bon de comprendre clairement que la providence de Dieu est absolument incompréhensible. Théotime, il faut, Théodore, que je vous dise une expérience que j'ai faite. Un jour en été, je pris gros comme une noix de viande que j'enfermai dans une bouteille et je la couvris d'un morceau de crêpe. Je remarquai que diverses mouches venaient pondre leurs œufs ou leurs vers sur ce crêpe et que dès qu'ils étaient éclos, ils rongeaient le crêpe et se faisaient tomber sur la viande. Ils dévorèrent en peu de temps et comme cela sentait trop mauvais, je jetai tout. Théodore, voilà comme les mouches viennent de pourriture. Elles font leurs œufs ou leurs vers sur la viande et s'envolent incontinent. Ces vers mangent et cette chair se pourrit. Après que ces vers ont bien mangé, ils s'enferment dans leur coque et en sortent mouches. Et le commun des hommes croit sur cela que les insectes viennent de pourriture. Théotime, ce que vous dites est sûr, car j'ai renfermé plusieurs fois de la chair où les mouches n'avaient point été dans une bouteille fermée hermétiquement, et je n'y ai jamais trouvé de verre. Ariste, mais comment donc se peut-il faire qu'on en trouve de fort gros dans toutes sortes de fruits? Théodore, on les trouve gros, mais ils sont très petits dans les fruits. Cherchez bien, vous découvrirez sur la peau quelques petites rousses ou sa cicatrice. Mais ne nous arrêtons point, je vous prie, aux preuves qu'on donne qu'il y a des animaux qui viennent de pourriture, car elles sont si faibles, ces preuves, qu'elles ne méritent point de réponse. On trouve des souris dans un vaisseau nouvellement construit, ou dans un lieu où il n'y en avait point. Donc il faut que cet animal se soit engendré de quelque pourriture, comme s'il était défendu à ces animaux de chercher la nuit leur besoin et de passer sur les planches et sur les cordes dans les barques, et de là dans les grands bâtiments, et qu'on put construire les vaisseaux ailleurs que sur le rivage. Je ne puis pas comprendre comment un si grand nombre de personnes, de bon sens, ont pu donner dans une erreur si grossière et si palpable sur de semblables raisons. Car qu'y a-t-il de plus incompréhensible qu'un animal se forme naturellement d'un peu de viande pourrie? Il est infiniment plus facile de concevoir qu'un morceau de fer rouillé se change en une montre parfaitement bonne, car il y a infiniment plus de ressorts et plus délicats dans la souris que dans la pendule la plus composée. Harris, assurément, ne comprend pas qu'une machine composée d'une infinité d'organes différents, parfaitement bien accordés ensemble et ordonnés à diverses fins, ne soit que l'effet de cette loi si simple et si naturelle que tout corps doit se mouvoir du côté qui est le moins poussé. Car cette loi est bien plus propre à détruire cette machine qu'à la former. Mais on ne comprend pas non plus que les animaux d'une même espèce qui se succèdent les uns aux autres aient tous été renfermés dans le premier. Théodore, si on ne comprend pas que cela soit, on comprend du moins que cela n'est pas impossible, puisque la matière est divisible à l'infini. Mais on ne comprendra jamais que les lois du mouvement puissent construire des corps composés d'une infinité d'organes. On a assez de peine à concevoir que ces lois puissent peu à peu les faire croître. C'est ce que l'on conçoit bien, c'est qu'elles peuvent les détruire en mille manières. On ne comprend pas comment l'union des deux sexes peut être cause de la fécondité, mais on comprend bien que cela n'est pas impossible dans la supposition que les corps soient déjà formés, mais que cette union soit la cause de l'organisation des parties de l'animal, et de tel animal, c'est assurément ce qu'on ne comprendra jamais. Ariste, j'ai pourtant ouï dire que M. Descartes avait commencé un traité de la formation du fœtus, dans lequel il prétend expliquer comment un animal se peut former du mélange de la semence des deux sexes. Théodore, l'ébauche de ce philosophe peut nous aider à comprendre comment les lois du mouvement suffisent pour faire croître peu à peu les parties de l'animal. Mais que ces lois puissent les former et les lier tout ensemble, c'est ce que personne ne prouvera jamais. Apparemment, M. Descartes l'a bien reconnu lui-même, car il n'a pas poussé fort avant ses conjectures ingénieuses. Ariste, son entreprise était un peu téméraire, Théodore, fort téméraire s'il avait dessein de rendre raison de la construction des animaux tels que Dieu les a faits, car ils ont une infinité de ressorts qu'il devait connaître, avant que de chercher les causes de leur formation. Mais apparemment, il ne pensait pas à cela, car on ne serait pas sage si on voulait expliquer exactement comment un horlogeur fait une montre,
sans savoir auparavant de quelle partie cet ouvrage est composé. Ariste, ce philosophe aurait peut-être mieux fait d'expliquer par les lois des mouvements la génération des plantes que celle des animaux. Théodore, nullement, l'entreprise aurait été également impossible. Si les graines ne contenaient en petit ce que nous voyons en grand dans les plantes, les lois générales ne pourraient jamais les rendre fécondes. Ariste, des plantes dans des graines, un pommier dans un pépin, on a toujours quelque peine à croire que cela soit, quoiqu'on sache bien que la matière est divisible à l'infini. Théotime, j'ai fait une expérience qui a beaucoup contribué à me le persuader. Ce n'est pas néanmoins que je crois que le pommier, par exemple, qui est dans le germe du pépin, ait à peu près les mêmes proportions de grandeur et des autres qualités entre ses branches, ses feuilles et ses fruits que les grands arbres. Et assurément, Théodore ne le prétend pas non plus. Je prétends seulement que toutes les parties organiques du pommier sont formées et si bien proportionnées aux lois du mouvement que par leur propre construction et l'efficace de ces lois, elles peuvent croître sans le secours d'une providence particulière. Ariste, je comprends bien votre sentiment, dites-nous votre expérience. Théotime, j'ai pris Ariste une vingtaine des plus grosses fèves. J'en ai ouvert 2 ou 3 et j'ai remarqué qu'elles étaient composées en dedans de 2 parties qui se séparent aisément et que j'ai appris qu'on appelle leurs lobes, que le germe s'était attaché à l'un et à l'autre de ces lobes, que d'un côté il se terminait en pointe vers le dehors et que de l'autre il se cachait entre les lobes. Voilà ce que j'ai vu d'abord. J'ai semé les autres fèves pour les faire germer et voir comment elles croissent. 2 jours après, j'ai commencé à les ouvrir. J'ai continué pendant environ 15 jours et j'ai remarqué distinctement que la racine était contenue dans cette partie du germe qui est en dehors et se termine en pointe, que la plante était renfermée dans l'autre partie du germe qui passe entre les 2 lobes, que la racine était elle-même une plante qui avait ses racines dans la substance des 2 lobes de la fève dont elle tirait sa nourriture, que lorsqu'elle avait poussé en terre, comme les plantes dans l'air, elle fournissait abondamment à la plante le suc nécessaire que dans la plupart des graines, la plante en croissant passait entre les lobes, qui après avoir servi à l'accroissement de la racine, se changeait en feuilles et mettait la plante à couvert des injures de l'air. Ainsi, je me suis persuadé que le germe de la fève contenait la racine de la plante, et la plante même, et que les lobes de la fève étaient le fond où cette petite plante était déjà semée et avait déjà ses racines. Prenez Ariste de ces grosses fèves ouvertes, vertes, dont on mange au commencement de l'été. Ouvrez-les délicatement, considérez-les attentivement. Vous verrez sans microscope une partie de ce que je viens de vous dire. Vous découvrirez même les premières feuilles de la plante dans cette petite partie du germe qui se replie entre les 2 lobes. Ariste, je crois bien tout cela, mais que cette graine contienne la plante que nous verrons dans 20 ans, c'est ce qui est difficile à s'imaginer et que votre expérience ne prouve point.